Innove, sinon tu meurs. Ça, c'est mon IA à moi. Alors attention, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, ce n'est pas de l'intelligence automatique avec laquelle nous les humains, on a trop tendance à la confondre. Non, c'est ce que j'appelle l'innovation agile. La capacité à transformer son environnement, à l'améliorer, à le transmuter en quelque sorte. Alors, en préambule, quand on parle d'innovation, souvent on l'applique à des génies scientifiques, mathématiques, et l'innovation ayant une furieuse teinture tech de nos jours. Pour moi, l'innovation, elle est partout. En gastronomie, en architecture, en littérature, en poésie, en psychologie, en management. Partout l'innovation. Et ce n'est pas qu'une question d'algorithme. Et pourtant, derrière cette pluralité d'innovation, il y a un profil commun. C'est celui de l'innovateur. Et là encore, contrairement à la pensée commune, on n'est pas face à un spécialiste de la discipline qui, confortablement installé dans son statut, se dirait « Pas mal ce monde, il serait mieux si j'ajoutais ceci ou cela ». Non. Très souvent, on est confronté à un abîme de détresse, une grande solitude, un sentiment de déréliction. En clair, pour beaucoup d'innovateurs, il ne s'agit pas seulement d'améliorer le monde, mais plutôt de trouver les moyens d'y rester, d'y survivre en quelque sorte. C'est pour ça que pour moi, l'innovation, c'est avant tout une pulsion. Et on n'est pas dans le cerveau néocortical de la recherche du beau, du bien, de la créativité, de l'imagination. Non, on est dans une pulsion qui s'articule dans le cerveau reptilien, le cerveau de la survie. Très souvent, pour les innovateurs, il s'agit de se créer un espace, une espèce de niche, un écosystème dans lequel ils vont pouvoir continuer à vivre et ainsi de créer. Et aussi, peut-être par ce cadeau offert au monde qu'est l'innovation, de se donner le droit de vivre, une forme de rédemption. C'est pour ça que cette pulsion, pour moi, elle est très personnelle. Bien sûr, elle s'habille ensuite de considérations vertueuses, altruistes. On innove pour améliorer le monde, pour faire progresser l'humanité. Oui, à partir d'une dynamique foncièrement individuelle, de salut individuel. Alors, qui suis-je pour énoncer ce point de vue ? Parce que quelqu'un à qui l'innovation a beaucoup apporté. Parce qu'elle ne s'adresse pas simplement aux génies ou aux people de ce monde. À titre personnel, elle m'a offert un parcours non rectiligne qui, déjà sur le plan professionnel, m'a fait écumer beaucoup des statuts professionnels existants. J'ai été fonctionnaire française, fonctionnaire européen. J'ai été salarié d'une société française, salarié et coach élect d'une société de conseil anglo-saxonne, auteur, profession libérale, gérante de société, tous avatars d'une capacité d'innovation, non mue, je dois le dire, par la noble ambition d'innover pour le monde, mais plus prosaïquement par la nécessité de sauver ma peau. Alors, en préambule, je dirais que je suis rescapée d'une enfance d'indifférence et de violence. Je ne m'appesantirai pas et j'évoquerai juste une scène. J'ai 15 ans, c'est un dimanche matin, je suis dans ma chambre, la fenêtre est ouverte et je contemple mon suicide. Sauter ou pas, en alternative à cette vie misérable, sans amour. Non, je fais le tour de mon bureau, j'attrape une copie double, je me plonge dans un devoir de maths, 2 heures d'évasion, je rends une copie impeccable, je cesse aussi de manger. Ça, c'est ce que j'ai appelé, après, le premier éclair d'innovation agile. L'anorexie active. Douloureusement menée pendant 2 ans, elle m'a permis, premièrement, d'honorer mon désespoir. À quoi bon nourrir cette vie-là ? Et ensuite, de transmuter l'effervescence hormonale de l'adolescence dont j'avais déjà perçu les prémices dérangeantes. On fait remonter l'énergie du bas-ventre jusqu'à la tête. Ça donne un cerveau d'adulte dans un corps d'enfant. Ce que j'avais vu des grandes personnes me donnant mais pas du tout envie de les rejoindre. Boost phénoménal. Me voici décochant la première mention très bien de mon lycée de province, ralliant une excellente prépa parisienne, intégrant Normal Sup dans la foulée et réussissant très tôt la grecque. Ne plus avoir de corps, ça fait mal, mais ça aide. Deuxième éclair d'innovation agile, l'agrégation c'est bien beau, mais elle entraîne des affectations un peu rudes
pour les jeunes diplômés sans point d'ancienneté. Territoire déserté, province lointaine, sans TER à l'époque, ni TGV. Le spectre de la maltraitance repointe son nez. Tout ça pour ça? Basta souffrir. Non. Je refuse ma mutation et je me retrouve sans ressources, seule, à 20 ans dans Paris. Et là, urgence. Et à la fin des années 80, j'ai observé qu'il y avait un phénomène qui émergeait, qui était celui de l'entreprise. Il y avait des émissions de télé, des magazines. Ah, un point commun avec moi. Une forme de littérature, je dois dire, parce que j'ai découvert les magazines économiques avec un certain effarement. Et quand même, au culot, un soir, j'appelle le rédacteur en chef de l'Expansion, qui me paraissait être le plus beau, donc le plus susceptible de me proposer des piges. Et je reçois un excellent accueil du rédacteur en chef, heureux de recevoir une normalienne, car, me dit-il en m'accueillant à l'Expansion, grand amateur de littérature classique. Ah bon? Et il est où votre gaffio? Je lui réponds en entrant dans son bureau. Alors, préambule pour les noms littéraires, le gaffio désigne un dictionnaire franco-latin, une sorte de brique de papier pré-internet, propre au cursus de tout littéraire et qui, perso, me suivait partout. Au point qu'il me semblait normal, pour qui se disait amateur de littérature classique, de l'avoir dans son bureau à l'Expansion. Évidemment, cette réplique m'a distinguée aux yeux du rédacteur en chef, qui m'a confié quelques articles, des reportages, de quoi observer qu'il y avait un tropisme vers l'Europe de l'Est et la Russie. Et ça tombait bien. Parce que troisième éclair d'innovation agile, c'est ce que j'ai appelé le stretch identitaire. Comme mon contexte familial ne me rendait pas heureuse, je m'étais recréé une nouvelle identité. J'étais passionnée de littérature, toujours mais moins intensément, de littérature russe notamment, et de Tolstoï, qui pour moi était une belle âme torturée en quête constante de contribution au monde. Il avait fait construire des écoles pour les enfants de ses moujiks sur ses terres. Pour moi, c'était protecteur, idéal, généreux, et j'avais décidé de me rapprocher de lui. Comment? En apprenant sa langue, toute seule, mais assidûment. Et à raison de plusieurs heures par jour, au bout de 3 ans, je parlais suffisamment bien le russe pour pouvoir interviewer les artistes, des peintres, des sculpteurs qui déferlaient en Europe, et particulièrement en France, avec la perestroïka, la chute du mur de Berlin. Et c'est cette même compétence qui m'a permis par la suite d'être recrutée par la Commission européenne ou détachée par mon gouvernement à la Commission européenne pendant 5 ans sur la CEI, et ensuite d'intéresser un cabinet de conseil anglo-saxon pour cette même compétence. Le tout, je tiens à le préciser, sans avoir le moindre diplôme universitaire sur cette langue ou sur cette zone géographique. Voilà, alors ces quelques éclairs d'innovation agile, bien sûr, ils m'ont permis de me faire confiance, sans toutefois calmer totalement, ou en tout cas calmant partiellement, cette fêlure. Voilà, c'est une fêlure partiellement maîtrisée avec laquelle je vis. Mais c'est aussi ça l'innovation agile. La nécessité de capter son environnement tant il n'est jamais sûr, et puis la capacité à transmuter l'angoisse en impulsion. Et comme la raison ne suffisait pas à me rassurer, j'ai aussi ouvert d'autres capteurs. J'ai compris que l'intuition, cette capacité à appréhender les signaux faibles, les signes, les synchronicités, pouvait être mon allié pour surfer sur les vagues de mon destin. Parce que l'intuition, c'est le code source de l'innovation agile. À titre personnel, elle m'a permis déjà de transformer ma thèse de doctorat en roman et d'écrire ensuite 9 autres livres. Elle m'a offert une famille de sang, de cœur et d'amis. Elle m'a fait voyager, déménager énormément de fois. Et aussi, elle m'a mise sur la voie du métier de psychanalyste et de coach que j'exerce depuis maintenant 15 ans, à ma place. Alors, fin de l'exemple personnel, et puis je vais maintenant illustrer ce point de vue par d'autres figures plus fondamentales, plus universelles, qui pour moi incarnent ce point de vue de l'énergie, de la pulsion derrière l'innovation, pulsion très individuelle. J'ai pris 4 personnes, 4 personnages illustres, volontairement éclatés dans le temps et dans l'espace. Alors je vais commencer avec Coco Chanel, alias Gabrielle Chassenel. Elle est née dans une famille de forains provinciaux. Elle perd sa maman à 12 ans. Son père la place comme bonne d'enfant dans une maisonnée, où elle coud. À 24 ans, c'est assez tard pour l'époque, elle est prise d'une pulsion d'innovation agile et elle saute sur l'estrade d'un café-théâtre de Moulins, où elle pousse la chansonnette. Bingo! Elle tape dans l'œil d'un aristocrate de province, qui l'initie au rudiment de la vie de la haute société.
et qu'elle s'aimera assez vite, poussée par les innovations qu'on connaît. La petite robe noire, la ligne garçonne, le bandeau dans les cheveux, le jumper, le parfum éponyme. Je n'aimais pas ma vie, alors j'ai créé ma vie, a dit un jour Coco Chanel. Exit Gabrielle Chasnel. Deuxième exemple, Steve Jobs, que je ne vais pas aborder ici sous l'angle tech. Steve Jobs a un jour confié dans une conférence fameuse qu'il était enfant adopté et qu'il considérait, je cite, ses parents biologiques comme simplement une banque de spermes et de gamètes. Waouh! Et pour autant, Steve Jobs a passé l'essentiel de sa vie à travailler sur la communication via l'informatique et plus spécifiquement vers cette innovation géniale qu'est l'iPhone, au lien entre deux personnes. Pour moi, il y a une vraie pulsion de connexion ici, puissamment transmutée. Troisième exemple, grâce à qui on est là aujourd'hui, Thomas Edison, inventeur du cinéma, de l'électricité, de la prise de son. Thomas Edison, grosse pulsion d'innovation agile. Il commence à créer ses expériences très tôt. À 10 ans, il sert le café dans un petit train qui emmène des hommes d'affaires d'une ville à l'autre, parce qu'à l'époque, les enfants travaillaient. Bon, il fait son café sur le réchaud, puis en même temps, une petite expérience de chimie comme ça. Et l'expérience de trop, baf, il fait sauter son wagon, 10 ans. Ses parents, lui installent, compréhensif, lui installent, FISA, un laboratoire sous la maison, et il continue. À 13 ans, il attrape la scarlatine, qui le laisse sourd. Maladie qu'il qualifiera de... Voilà. Maladie m'ayant permis d'échapper aux conversations et aux bavardages sans intérêt de ce monde. On a une belle pulsion ici, pas très limbique, pas très dans la connexion aux autres, très antisociale. La question étant pour Thomas Edison, comment survivre à mon époque? La réponse, derrière la paillasse. Il y a passé 74 années de sa vie. Il est d'ailleurs mort en situation, à West Orange, sur son site de production industrielle, nous laissant près de 1000 brevets. Dernier exemple, Arthur Rimbaud, né à Charleville, Charlestown, disait-il pour sublimer. Enfant d'une famille de 5 enfants, son père capitaine abandonne sa mère, déshonorée, déclassée, humiliée, elle se réfugie dans un quartier ouvrier où évidemment son fils se fait copieusement humilier. Arthur Rimbaud, soin d'obéissance, collectionne des prix d'excellence, jusqu'à ce que, grosse pulsion d'innovation très agile, il fugue. Il part pour Paris. Évidemment, il sème détresse, tourmente sur son passage. Gros stress de sa maman, fiasco conjugal de son amant Verlaine, emporté par la tornade Rimbaud. Et c'est pas fini. Il crée. Il crée les vers sublimes de la littérature française, le vers libre, le symbolisme. Et c'est toujours pas fini. À presque 20 ans, changement de programme. Il apprend l'anglais, l'allemand, l'italien. Il s'enrôle dans la marine néerlandaise. Et il devient bourlingueur interlope entre l'Europe et l'Abyssinie. On a un révolutionnaire de la littérature française qui part dealer des épices pour des roitelets exotiques au fin fond du désert en Afrique. Grosse pulsion d'innovation, radicalement personnelle, totalement incompréhensible, qui, par défaut, servira à construire le mythe. Alors, évidemment, à travers ces 4 exemples, je ne cherche pas à promouvoir une vision de l'innovation comme radicalement pulsionnelle, antisociale, rebelle, dangereuse voire. Simplement, je tiens à mettre en évidence le caractère hors cadre de l'innovation, ses ressorts pulsionnels, sa nature viscérale. On innove pour des raisons de vie ou de mort. Sinon, ça reste au niveau de l'aménagement égotique, de la cosmétique. Ça va pas très loin. Alors, ce point de vue est le mien, bien sûr, fondé sur mon expérience, mes observations et les exemples que j'ai cités, mais il y en a d'autres. Il m'inspire quelques idées que je voudrais faire passer aux instances qui promeuvent l'innovation. J'ai nommé bien évidemment les établissements éducatifs, les associations, et surtout les entreprises qui les encouragent et les financent et les promeuvent puissamment. Le premier, c'est sortons de l'angélisme, de la vision sainte de l'innovateur qui œuvrerait pour le bien du monde. Parfois, l'innovateur, il n'est pas sympathique, il n'est pas sociable, il est fermé. Mais ce n'est pas son sujet.
On innove pour soi, parce qu'on n'a pas le choix. Deuxièmement, ouvrons-nous à la différence. Il y a beaucoup dans les entreprises de lieux où se développe la créativité, comme par exemple les cercles de co-développement, les séances d'intelligence collective, les programmes de méditation de pleine conscience, tous avatars de la pensée positive qui nous vient en droite ligne des États-Unis. C'est remarquable, ça fait monter le niveau de conscience dans les entreprises, ça encourage la créativité, l'innovation, il m'arrive parfois de m'en animer, tout ça est très bien. Et pour autant, ce n'est pas valable pour tout le monde. Peut-être que l'innovateur, il n'a pas envie d'y aller. Il faut le laisser seul, écorché, malheureux. Il y innovera peut-être plus qu'écartelé dans une normalisation forcée. Et enfin, mon dernier message, je le dédie aux innovateurs en germe, en chemin, en devenir ou déjà confirmés. Accueillez ce sentiment de ne pas convenir, cette inadéquation, cette tristesse, cette détresse, cette déréliction parfois. Accueillez cela parce que c'est votre faille. Et si vous l'honorez, elle vous conduira à un espace personnel qui n'a rien à voir avec les programmes d'orientation, les codes sociaux. Mais cet espace, il sera d'autant plus vaste que le manque à vivre était puissant. Et accueillez-le, honorez-le cet espace. Remplissez-le avec votre tête, votre cœur, vos tripes, vos idées, vos émotions, vos sentiments, vos impulsions. Parce que là, vous innoverez. Et là, vous vous donnerez le droit de vivre. Mieux, vous vous donnerez du plus à vivre. Parce que ça, ce sera hors cadre. Et quand c'est hors cadre, vous le savez, c'est forcément meilleur. Merci.